J'irai plus loin que vous, Mathieu Bock-Côté, en vous citant. Pourquoi un grand livre d'histoire? Ça, c'est dans votre texte, donc dans le journal 24 heures d'il y a quelques semaines. Mais un grand livre d'histoire, les politiciens n'imaginent pas qu'ils gouverneront mieux s'ils prennent de la distance, le mot est important, envers les querelles qui meublent leur quotidien. C'est pourtant la condition première de la vraie action politique, ne pas se laisser berner par le moment présent. Oui. En quoi le moment présent est trompeur? Mais parce que le moment présent est bien étroit. Vous regardez, là, par exemple, la situation actuelle au Québec. Il faut dire, tout le monde se demande ce qui arrive. Si on se fixe sur le moment présent, on voit quoi? Des manifestations, des revendications sur des frais de scolarité, la loi 78, toute une série d'éléments qui sont intéressants, qui méritent réflexion. Mais si on ne les situe pas, par exemple, dans une histoire plus longue du malaise politique québécois, si on ne les situe pas dans une histoire plus longue du rapport de l'Occident, des démocraties occidentales à l'utopie, le désir d'utopisme qui finit toujours par ressurgir dans la cité. Si on ne les situe pas dans une réflexion plus large sur l'histoire de l'idéal en politique, nos sociétés qui aujourd'hui peinent à faire une place à l'idéal en politique et qui croient que la seule manière de sauver du totalitarisme, c'est de se réfugier dans la pensée gestionnaire. Eh bien, si on ne lit plus l'histoire, si on ne lit plus les grands textes philosophiques, si on ne lit plus les grands moralistes, eh bien, nous ne comprendrons pas les passions humaines qui s'expriment en ce moment. Et devant ces passions humaines nombreuses, quelquefois sombres, quelquefois lumineuses, nous verrons simplement folie, excitation, ou encore, nous nous laisserons berner par les slogans. Et même sur le plan québécois, j'ai un mot là-dessus. Oui. Comprendre la question nationale québécoise sans les historiens, c'est la meilleure manière de ne plus jamais comprendre quoi que ce soit au Québec. Ah bon? Parce que la question nationale s'éclaire à la lumière de l'histoire. Elle annonce, elle révèle des enjeux, des préoccupations immenses, mais qui s'inscrivent dans le temps. Sinon, expliquez-moi la question nationale québécoise si vous définissez le temps présent à partir de 2 semaines d'actualité. L'histoire nous permet de comprendre ce qui nous arrive. Ce que je comprends de ce que vous dites, Mathieu Bock-Côté, c'est qu'on vit dans le temps morcelé, donc ce qui se passe lundi n'a aucune incidence sur mardi, et chaque jour apporte sa fraîcheur, et on recommence le monde, et on n'a plus le sens de l'histoire en un et sens. Ça nous ramène au rôle des intellectuels, qui ne devrait pas être, je crois, de prendre chacun leur camp, cette étrange manie selon laquelle il faudrait se brancher sur un camp et ensuite tirer dans le camp adverse en fournissant des arguments à la manière de munitions pour notre camp. Il y a nécessité, je prendrai 3 formules. Raymond Aron nous dit penser l'histoire qui se fait. Hannah Arendt dit penser l'événement. Et formule 3e que j'utilise souvent, penser les contours de notre époque. Raymond Aron disait aussi, les hommes font l'histoire mais ne savent pas l'histoire qu'ils font. Ben voilà, et ça c'est important. La liberté humaine est une liberté véritable mais tragique. L'homme peut agir dans l'histoire, mais le résultat de son action ne sera jamais conforme à son intention première. Mais je parlais tantôt de l'homme d'État, cultivé ou celui qui ne l'est pas. Donc celui qui lit, celui qui l'est pas. Alors, il y a un échange assez connu, en fait, à propos de à propos de Michel Rocard et de François Mitterrand. 2 socialistes. Oui, 2 socialistes français. Rocard se jouait au socialiste moderne. Alors, il était très versé en économie, en gestion, en sociologie, et ainsi de suite. Et il parle de la bibliothèque de François Mitterrand. Et il dit, à propos de la bibliothèque de Mitterrand, j'ai vu sa bibliothèque, beaucoup de romans, beaucoup de livres d'histoire, beaucoup de philosophie, un peu de philosophie, très peu de sociologie, très peu d'économie, très peu, sciences sociales. Et vous êtes sociologue en plus, vous et réponse cruelle de commentateurs. Et c'est pour ça que Mitterrand était président et que Rocard ne le fut jamais. Oh là là. Autrement dit, l'homme politique, surtout dans un État moderne, où tout est encombré par les sciences sociales, les appareils statistiques, où l'illusion technicienne est très forte et laisse croire que l'homme n'est plus qu'une catégorie statistique parmi d'autres sur laquelle on peut jouer avec des programmes sociaux. Eh bien, la littérature, la philosophie, l'histoire, autrement dit, un rapport à la lecture qui se tourne vers les humanités et les classiques, nous permet de prendre une distance avec la prétention de notre société contemporaine à épuiser le réel. Ça nous permet de solliciter des zones souvent négligées de l'âme humaine. Mathieu Bock-Côté, en distance, il y a aussi une conception du temps. Parce qu'il faut se retirer du temps productif, du temps de la société, du temps chronologique. C'est un temps inutile, la lecture, en un sens, parce qu'on ne produit rien du tout. Il faut retrouver cette gratuité du temps. Oui, mais évidemment, il faut être capable de se soustraire à la logique de la marchandise de ce point de vue. Il y a cette idée comme quoi aujourd'hui, les gens, d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez étonnant dans le rapport des modernes au temps.
Ils se plaignent de ne jamais en avoir assez, mais lorsqu'ils disposent de quelques secondes pour eux-mêmes, ils sont d'un coup effrayés. Ils se sentent abandonnés. Ils consultent frénétiquement leur téléphone portable en espérant que quelqu'un leur envoie un message. Autrement dit, ils ne savent pas quoi faire de ce temps qui leur advient quelquefois à la manière d'une grâce. Or, une civilisation qui en est une, et qui n'est pas qu'une société technicisée, une civilisation qui en est une, apprend aux hommes, apprend aux femmes, que ce temps qui arrive à la manière d'une grâce, cette espèce de parenthèse dans une journée inattendue... encore un thème religieux, Mathieu Bock-Côté. Vous m'effrayez de plus en plus. Mais non. Peut être mis au service des choses de l'esprit. Pour certains, ce sera la musique. Pour d'autres, ce sera aujourd'hui le cinéma quelquefois. Oui. Mais la lecture est un mode de rapport privilégié, je dirais, à la connaissance. Parce que c'est, paradoxalement, qui éveille le plus l'imaginaire. Et il m'arrive souvent d'admirer, de critiquer, oui, mais d'admirer la France pour ça. La France est la nation littéraire par excellence. La France est une nation qui a compris qu'un imaginaire se construit par le texte. Est une nation qui a compris que ce qui est le plus parlant pour l'imaginaire, c'est par la lecture du texte, la capacité de décrire, de saisir les nuances de l'émotion, les grandes passions. Et quelquefois, je me dis, et c'est une raison pour laquelle la France est déclassée aujourd'hui, parce que c'est une nation qui vénère encore à sa manière la littérature, alors que la civilisation contemporaine qui met l'accent sur l'image et ainsi de suite, c'est davantage la civilisation de l'instant, civilisation du moment présent. Donc, il y a, je crois, dans cette question du rapport à la lecture, dans cette capacité à trouver son bonheur à la lecture, vous savez, dans une bibliothèque, cette capacité à trouver une forme de sensualité tout à fait singulière, à regarder et à se dire « je les lirai ». Eh bien, il y a dans ça plusieurs questions de notre époque qui se condensent là. On le disait, rapport à la frénésie, rapport aux politiques, notre rapport au monde, à la définition du monde, notre rapport aux passions humaines. Et de ce point de vue, je dirais que l'éloge de la lecture, c'est une autre manière aujourd'hui de faire l'éloge de notre humanité. Mathieu Bock-Côté, il nous reste 2 minutes. Vous dites, un jour, nous paierons collectivement cette régression. Nous aurons honte de cette douce barbarie, donc absence de lecture, ou frénésie, etc. Comment est-ce qu'on va la payer collectivement? Premièrement, nous en payons déjà le prix politiquement. Ça, je le vois, le politique est quand même le domaine privilégié de l'action humaine. Regardez la qualité gênante du débat politique aujourd'hui, où des hommes et des femmes sans culture, sans référence culturelle, sans référence philosophique, sans référence historique, ne savent plus dans quelle société ils vivent. Mais ils vivent dans le slogan la plupart du temps. Bien sûr, c'est la sloganisation de la pensée. Mais lorsqu'ils débattent de loi, ils ne comprennent plus de quoi ils parlent, ils ne comprennent pas les principes qui sont impliqués par ça, parce que de toute façon, il y a des experts qui sont là pour être responsables des principes. Il y a un éthicien spécialisé pour savoir qu'est-ce que le juste et l'injuste. Il y a un philosophe de circonstance pour être capable de donner le sens des événements si nécessaire. Il y a un statisticien pour nous expliquer qu'on a toujours raison. Mais notre classe politique n'a plus le sens, justement, de sa propre action parce qu'elle n'est plus cultivée. Donc, ne serait-ce que dans le portrait de l'espace public. Mais voyez aussi même dans notre vie personnelle. La lecture donne du vocabulaire, simplement. C'est bête à dire, mais c'est ça. Eh bien, voyez, lorsque les gens aujourd'hui ont une espèce de langue cassée, fracturée, un langage massacré, ils n'ont plus les mots pour exprimer leurs sentiments, leurs émotions, ce qu'ils ressentent. Ils ressentent des tonnes de choses. Vous connaissez le mot qui caractérise ça? Allez-y. L'alexithymie. Vous me l'apprenez. A, privatif, lexi, les mots, thymie, émotion. Donc, on n'a pas les mots pour décrire l'émotion, donc on n'arrive pas à identifier l'émotion. Je proposerai une idée qui n'est pas une thèse, que je l'ai pas validée, mais j'ai l'impression qu'une bonne partie de la violence aujourd'hui qu'on peut voir s'exprime justement par cette inculture et ce manque de... ce langage carencé, parce que cette émotion qui ne sait pas comment sortir, va finalement ne pas venir à la manière d'une phrase et d'un coup de poing. C'est très juste ce que vous dites. Mathieu Bock-Côté, merci infiniment. Au plaisir. Et à la semaine prochaine, voilà qui clôt le Midi Actualité.